Je vais essayer de m'astreindre à un temps bref. D'abord, c'est bien de se retrouver ensemble. Et je le dis devant vous, militants de génération, parce que je sais aussi ce que ça donne quand on est séparés. C'est bien et ça me donne plutôt envie de continuer. C'est bien parce que, et pour le coup, je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête aussi, regardons un seul instant ce que ça donnerait si en 2022 on perdait. Regardez hier nos écrans de télévision sur lesquels Éric Zemmour s'affichait partout. Un personnage condamné 2 fois pour provocation à la haine raciale, dont le discours est diffusé en direct et qui, paraît-il, serait bientôt embauché par une chaîne info. Voilà quand même qui en dit long sur le déplacement du paysage politique vers la droite, voire vers l'extrême droite. Donc, face à cette banalisation des idées racistes, xénophobes, je crois que le devoir de rassemblement, il est là. Simplement, le rassemblement, il ne se construit pas simplement à coup d'incantation. Et j'aimerais qu'à l'issue de cette table ronde, et je suis convaincu qu'il y en aura d'autres, nous puissions au fond passer aux travaux pratiques. Moi, j'ai la conviction que nous devons avancer vers 3 travaux pratiques. Le premier, c'est d'abord la riposte commune. On le voit bien, il y a toute une série de sujets sur lesquels nous devons avancer ensemble. Olivier évoquait tout à l'heure la bataille pour Aéroport de Paris, pour la défense des services publics. Voilà un sujet sur lequel nous devons être capables de nous rassembler et de gagner pour imposer un référendum. Deuxièmement, bien sûr, il y a la riposte. Mais il y a aussi, je crois, la nécessité pour nous de commencer à travailler à un programme partagé. Évidemment, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Évidemment, ça ne se fera pas en 3 réunions. Simplement, si nous voulons que nos concitoyens, les ouvriers, les employés, les salariés, ceux qui vivent de leur travail, retrouvent un peu d'espoir, il va bien falloir que nous soyons capables d'avancer de manière commune sur une alternative écologique et sociale. Prenons un exemple concret. La question des retraites. Ils nous disent partout qu'on n'a pas d'autre choix que de reporter l'âge de départ à la retraite. Ils nous chantent la même chanson que celle qu'on a entendue sous tous les gouvernements précédents. Il y a un sujet dont on ne parle pas. Ce sont par exemple les rentiers qui, eux, ne sont pas soumis à cotisation au même titre que les salariés. Voilà un régime spécial auquel il faudrait s'attaquer. Est-ce que nous sommes capables de nous mettre d'accord sur des propositions communes sur un sujet comme celui-là? Je suis convaincu que si c'était le cas, le mouvement social serait plus puissant parce qu'il s'adosserait à des propositions qui porteraient de l'espoir. Et puis troisièmement, parler des élections présidentielles, il y a aussi des élections locales. Il y a aussi des élections municipales. Or, on ne vit pas de la même manière dans une ville, dans un village qui est dirigé par la gauche que dans une ville ou dans un village qui est dirigé par la droite ou l'extrême droite. Donc soyons capables aussi de nous rassembler à ces élections locales pour porter des alternatives concrètes pour la gratuité des transports en commun, pour le développement du logement social, pour les places en crèche. En tout cas, sur tous ces sujets, je suis convaincu que nous sommes capables de faire de très belles choses ensemble. Oui. Merci, Virginie. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de se retrouver, donc je voulais vraiment d'abord commencer par vous remercier pour cette invitation. Les moments pour se parler sont toujours importants, et c'est aussi le moment de se dire les choses. Et je pense qu'il faut les appels à l'union, la volonté d'union, on va tous être d'accord là-dessus. Alors peut-être qu'il faut aussi se poser des questions. Comment on en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé là? Et questionner avant ce dont il va falloir parler, effectivement, le contenu, les idées, peut-être aussi questionner nos pratiques. Parce que les grands discours, les belles idées, on en a tous, mais pourquoi est-ce qu'on n'est plus crédible à gauche? Pourquoi est-ce que le mouvement social se déroule complètement en dehors des cadres et qu'on déplore le fait de ne pas pouvoir apporter une réponse, être un interlocuteur, arriver à nouer des liens et une dynamique avec ce mouvement social-là? Peut-être parce que, par nos pratiques collectives, on a un peu perdu toute crédibilité auprès de ceux qui ont une vraie colère sociale.
Donc avant de parler de tout ça, je voudrais qu'on parle de nos pratiques, et effectivement certains ont évoqué l'échéance européenne. Je pense qu'elle est un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'on devrait écarter. Prendre l'habitude du multilatéralisme à gauche, parce qu'on a longtemps été structuré avec des mouvements hégémoniques et la tentation de l'hégémonie reste présente. Apprendre à se parler en se respectant, je pense que c'est peut-être la première des choses. On en prend le chemin et je vous en remercie. Après, il y a la question du contenu. Parce qu'on n'est effectivement plus crédible, mais on n'est plus audible non plus, on n'est plus intelligible. Moi, je suis sidéré, effectivement, d'entendre que le discours de la convention de la droite, en fait de l'extrême droite, hein, est diffusé en direct sur les chaînes d'info. Enfin, comment on en est arrivé là? Comment est-ce que l'alternative, c'est entre un gouvernement libéral autoritaire et l'extrême droite la plus xénophobe qui soit? Enfin, on a un glissement qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas s'y résoudre. Mais le travail de reconstruction du discours, il sera compliqué, il sera long. Clémentine louait, et je le rejoins là-dessus, l'émergence d'une mobilisation intellectuelle et d'un réarmement intellectuel sur les cités de gauche. On en a besoin, mais on a besoin, nous aussi, en tant que mouvement politique, de porter ce discours avec beaucoup de force. Donc oui, on doit continuer à se parler, et on doit se mettre d'accord sur les idées et les réponses qu'on apporte. Les combats sociaux à mener vont être la clé là-dessus. Si on n'arrive pas à être audible alors qu'on est au cœur de nos préoccupations, je pense que ce serait le signe de notre échec. Donc moi j'ai l'espoir qu'on se retrouve sur ces luttes-là et ces combats-là. La réforme des retraites, ADP, ce sont des choses qui sont au cœur de ce qu'on défend, et j'espère qu'on arrivera à les défendre ensemble. Et puis il y a la question des passerelles, de la construction, parce que là on est en défense, mais je pense qu'on doit être en proposition. Ça sera plus compliqué. Parce qu'on a effectivement des cultures politiques différentes, des sensibilités qui peuvent être parfois fructueuses dans leur opposition, mais difficiles à concilier dans le débat, et j'espère pourtant qu'on va y arriver, parce que c'est la seule voie pour moi de la victoire. Elle est absolument indispensable. Ce qui est en train de se passer sur le plan des libertés publiques, sur le plan de la protection sociale, sur le plan du désastre environnemental, nous fait sentir cette urgence-là. Mais donc on a cette urgence, cette responsabilité collective à faire des propositions. Moi je salue vraiment, alors je ne sais pas si c'est Emmanuel qui en avait parlé il y a 15 jours pour nos universités d'été, mais cette idée d'une université commune militante, je trouve que c'est une très belle idée, et vraiment j'espère qu'elle se fera, et en tout cas nous on en sera. Raphaël. Bonjour, je suis très heureux d'être là. Mais moi je vais mettre la charrue avant les bœufs, et je suis le premier à le regretter, parce que je suis personnellement, et je pense qu'on est tous partisans de changer cette République et de passer, on peut l'appeler 5 bis, 6, 7, 12, mais en tout cas de passer à un régime qui ne soit pas un régime monarchique. Le fait est qu'on est coincé dans ce régime-là, et que pour l'instant on n'arrivera pas à changer de régime sans prendre les leviers des institutions. Et qu'il y a donc une question qu'il faut qu'on se pose dès aujourd'hui, parce que c'est dans 2 ans, c'est-à-dire demain, qui est comment on évite la bérésina et des européennes et des élections précédentes. Et la manière de le faire, c'est évidemment pas en cherchant aujourd'hui un nouveau roi, un nouveau chef qui serait capable de nous unir, parce qu'on n'y arrivera pas. La manière de faire, c'est à mon avis, alors là c'est le miracle de l'unité, je serais d'accord avec vous, Madame Lindemann, c'est de partir du fond. C'est de partir du fond et de partir des idées. On sait tous qu'on ne pense pas tous la même chose. Moi j'ai beaucoup réfléchi au chaos des européennes, à ces débats télé où on répétait tous la même chose, qu'il faut une Europe plus sociale et plus écologique les uns après les autres, et que finalement on devient complètement inaudible. Et je pense que d'ailleurs, dans le manque de débouchés politiques des mouvements sociaux, il y a aussi le fait que les gens nous regardent et voient le truc et disent mais vous êtes pathétique et vous n'êtes pas sérieux, à répéter la même chose contre Macron et contre Le Pen, et finalement à rien proposer de commun. Mais il y a plus que la querelle des égos ou même les logiques d'appareil. Au début, moi je pensais que c'était juste une question d'ego ou d'appareil. On apprend, et au fond il y a plus. Il y a une culture politique, il y a des histoires idéologiques, culturelles qui sont extrêmement différentes entre un parti qui a assumé bien mal, on peut en parler, la culture de la Ve République, de l'État, du pouvoir, et une contre-culture qui s'est développée à gauche et qui aujourd'hui a le récit dominant
sur notre espace politique. Et donc il va bien falloir à un moment parler du fond et marier tout ça et voir si on est capable, et ça on n'aura pas le temps de le faire à un an des présidentielles, voir si on est capable de dégager 10 ou 15 points qui sont fondamentaux pour nous, que ce soit justement la réforme de la Constitution, que ce soit la question des privatisations et du renforcement des services publics, que ce soit l'accueil des gens qu'on laisse se noyer en Méditerranée aujourd'hui. 15 points qui sont suffisants pour générer une offre commune. Et ensuite, on discutera des personnes, des modalités pour incarner ce projet-là. Mais cette définition des points communs, du projet général de transformation, on ne sera jamais d'accord totalement avec Olivier Besancenot, je pense, sur la manière dont on va transformer la société. Mais quand bien même, il y avait dans le Front Populaire des gens qui étaient extrêmement différents, qui avaient des objectifs sociaux, des objectifs politiques extrêmement différents, mais qui se sont rassemblés. Et pourquoi ils se sont rassemblés? Parce qu'ils avaient une forme de sens du tragique. Ils avaient un rêve commun, mais ils avaient aussi un sens du tragique. Et il n'y aurait pas eu le Front Populaire s'il n'y avait pas eu le 6 février 34. Et aujourd'hui, il faut que nous, on arrête d'être des clowns et qu'on se rende compte qu'on est dans une situation tragique. On est dans une situation tragique sur la transition écologique, sur la catastrophe climatique, sur la disparition de la biodiversité, mais on est aussi dans une situation tragique sur le plan politique. Je veux dire, il y a eu un tour de passe-passe. On peut en être content en Italie, qui permet de, en gros, éjecter Salvini du pouvoir, mais la vérité, c'est que s'il y a des élections demain en Italie, Salvini, il revient avec les pleins pouvoirs. Et c'est ça la situation politique dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc oui, il y a un risque, que si la seule alternative à Emmanuel Macron qui soit crédible, c'est Marine Le Pen, eh bien on aura Marine Le Pen au pouvoir. Et ça, être capable de penser ça, c'est réhabiliter en nous la capacité à comprendre l'histoire dans sa dimension tragique. On est sorti de l'histoire à gauche. C'est ça la vérité. On en est sorti. Et donc maintenant, pour y revenir, il faut être capable d'appréhender cette dimension tragique. Si on l'appréhende, on se met autour d'une immense table qui ne soit pas une table de parti politique, mais qui peut être une université populaire, et on dégage les 15 points de transformation de la société qui permettent ensuite de discuter des modalités primaires, pas primaires, manière de choisir un candidat ou une candidate. Mais au moins, on sait qu'on est d'accord sur ce point essentiel. On sera très frustrés, tout le monde, mais il y a un exemple historique que je veux citer, pour ceux qui trouveront nécessairement que le résultat de ces 15 points est trop SOSDEM, c'est la question du Front Populaire, mais en Espagne. Il y avait le principal syndicat espagnol qui s'appelle la CNT, j'ai terminé juste par la CNT, et ils ont adopté quoi? Ils n'ont pas intégré le gouvernement de Front Populaire, mais ils ont fait voter pour ce gouvernement sur des points précis, dont la libération des prisonniers politiques, qui était le point essentiel pour la CNT. Il est tout à fait possible de couvrir tout l'espace à gauche, à condition que ce projet de transformation, ces 15 points, ces 20 points, ces 30 points, eh bien on les ait définis maintenant et on les ait portés en commun. Merci. Merci. À vous, Marie. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Je suis aussi ravie d'être là. D'autant plus à fortiori que je reconnais pas mal de visages dans la salle avec lesquels on a mené des luttes, dans le cadre des élections présidentielles évidemment, mais pas seulement, aussi dans le cadre des droits de la nature, dont j'aimerais vous parler juste après. Alors moi je vais prendre un peu à revers la question qui a été posée par Edwy et la question de 2022. Est-ce qu'on n'a pas déjà perdu ? La question qui m'intéresse particulièrement, c'est plutôt de savoir, est-ce qu'on n'a pas déjà perdu face à ces multinationales qui continuent à payer de plus en plus leurs dirigeants et leurs actionnaires, tout en continuant à mettre l'argent dans les paradis fiscaux, et je pense à Manon qui était avec nous, que je vois encore un peu derrière, dont c'est l'un des combats majeurs. Est-ce qu'on n'a pas déjà perdu face aux identitaires, aux xénophobes, qui reconstruisent des murs partout à travers l'Europe? Il n'y en a jamais eu autant, ni même au moment du mur de Berlin. Est-ce qu'on n'a pas déjà perdu face à ces identitaires qui font reculer les droits des femmes partout et qui s'en prennent à Greta Thunberg parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est écologiste, mais aussi parce que c'est une femme et qu'elle constitue le bouc émissaire absolu pour tous ceux qui veulent faire reculer nos droits et faire vivre la différenciation? Et est-ce qu'on n'a pas perdu, peut-être d'abord et surtout, face à la destruction de la planète, à la 6e extinction des espèces, à cette crise climatique qui nous dépasse, qui s'emballe, et aux dernières forêts du monde qui prennent feu, détruisant ainsi nos dernières barricades face au réchauffement climatique? C'est ça la question que j'ai envie de poser aujourd'hui. Et pour gagner, est-ce qu'on a besoin de gagner ensemble en 2022? Eh bien la réponse est oui.
Mais j'ai envie de nous dire aussi collectivement, l'union de nos appareils, l'union de la gauche ne fait pas un projet. J'ai écrit un livre pour notre affaire à tous, un petit manifeste pour la justice climatique, dans lequel je décline et on décline avec mes camarades un certain nombre d'options, de propositions d'actions pour pouvoir sauver la planète et répondre à la question de la justice sociale. Et quand on a lancé l'affaire du siècle, on ne s'est pas dit l'union de nos appareils est prioritaire, on s'est dit quel est notre objectif. Notre objectif, c'est de faire avancer la France, c'est de faire reconnaître que la catastrophe environnementale est une violation des droits humains, une violation de l'égalité sociale. On s'est mis ensemble derrière un projet, on s'est lancé avec des organisations, avec des influenceurs, avec des stars, et on a proposé au reste de la société de nous rejoindre. Et je crois que c'est comme ça, en mettant le projet d'abord et en se réunissant ensemble ensuite, qu'on pourra espérer une fois l'emporter. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, effectivement, et Raphaël l'a dit, on n'est pas tous d'accord. Et qu'il ne faut pas essayer de se raconter des histoires là-dessus. Et que si on veut être ensemble, il est important d'être au clair avec ce qu'on veut porter. Je crois que pour la suite, pour l'avenir, au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial, on a besoin de se mettre ensemble d'accord autour d'un programme des communs, et notamment des communs naturels. Il y a un élément majeur qui arrive depuis un an, peut-être face à l'ampleur de la catastrophe environnementale, qui est un mouvement social extraordinaire, qu'on n'a jamais vu auparavant. Et cette semaine, plus de 7 millions de personnes ont marché ensemble à travers le monde, pays du Nord, pays du Sud, toutes les couleurs de peau, toutes les confessions, pour préserver le climat. C'est ce projet-là que nous devons porter ensemble pour demain. Mais ce projet-là, il nécessite d'introduire des ruptures. Des ruptures dans une pensée qui a été la pensée de la gauche jusqu'à aujourd'hui, et ce peut-être depuis 1850 et la révolution industrielle. Ces ruptures, elles sont de 3 ordres, et je nous invite à y réfléchir collectivement. D'abord, la rupture avec le productivisme, l'industrialisme, le rapport à la croissance, la croyance en la croissance. Et Corinne parlait d'Olivier Faure tout à l'heure. Moi, je me souviens très bien d'un tweet d'Olivier Faure il y a encore quelques semaines, alors que les mobilisations climatiques étaient partout, qui disait « mais les écologistes doivent absolument sortir du dogme de la décroissance ». Alors le dogme de la décroissance, quand la France consomme 2,9 planètes par an, quand l'Union européenne consomme 3,2 planètes par an, je ne crois pas que ce soit un dogme à détruire, je crois au contraire qu'il faut qu'on s'organise et qu'on organise toutes les forces de la société pour viser la consommation d'une seule planète, pour respecter enfin les limites planétaires. La deuxième rupture, et je sais qu'elle est importante dans l'histoire de la gauche, qu'elle est importante dans l'histoire du républicanisme, c'est la rupture avec l'État-nation comme cercle de solidarité premier et comme ça de définition de nos identités. Nous sommes toutes et tous citoyens de la planète. C'est face aux pollueurs qui sont peu nombreux, infimes, une poignée d'entre eux, qui détruisent nos conditions de vie sur Terre, qui détruisent l'égalité sociale, que nous devons nous réunir aujourd'hui. Et ça nécessite de dépasser ce cercle-là de l'État-nation qui peut être rassurant pour construire une Europe fédérale et véritablement démocratique, mais aussi pour construire un monde dans lequel les citoyens seront enfin mieux outillés pour lutter contre ceux qui nous détruisent. Et la troisième et dernière question, et j'en finirai là, d'autant plus qu'Edwy me fait signe, c'est celle de la souveraineté, mais celle-là, cette fois, de la souveraineté humaine vis-à-vis de la nature. On parle souvent des droits de la nature, alors des fois les gens nous regardent en disant c'est un peu folklorique, puis comme on voit que c'est en train d'arriver par un peu partout, par l'Amérique latine, par la Nouvelle-Zélande, mais aussi aux États-Unis, on se dit mais ça peut être intéressant cette idée-là. Mais cette idée-là, elle veut dire quoi ? En Colombie, on a donné un statut légal à l'Amazonie et on a créé une nouvelle gouvernance pour la forêt. Une gouvernance dans laquelle il y a à la fois des représentants du secteur public, de l'État et des régions, une représentation, une gouvernance dans laquelle il y a aussi les jeunes générations, 25 jeunes qui sont présents dans cette gouvernance, j'arrive. Mais où il y a aussi les communautés autochtones qui vivent dans cette forêt et les communautés locales, et puis les scientifiques. Tout ça pour essayer de donner une voix à la nature. Et en fait, on doit ensemble rompre avec l'idée qui est là aussi à des racines républicaines et socialistes, que l'être humain doit se détacher de la croyance dans la science et dans une espèce de nature gouvernée par Dieu pour pouvoir mettre en place une véritable démocratie, une véritable souveraineté humaine. Pour construire la souveraineté de demain, on a besoin que la nature fasse irruption dans notre démocratie et d'enfin lui donner la place qui lui est nécessaire. Bon.